on n'a pas l'habitude de faire ce type de visioconférence, quand même on va essayer de vous faire passer le message au maximum. Bon, ce qu'il faut savoir, que c'est des fractures qui siègent au-dessus du bord inférieur de l'insertion du grand pectoral sur l'extrémité supérieure de l'humérus. C'est la troisième fracture en matière de fréquence, une fracture qui est fréquente, surtout chez la femme âgée, à cause de l'ostéoporose. Ceci dit, que cette fracture existe aussi chez le sujet jeune et chez l'enfant. Le traitement est difficile parce que c'est une fracture articulaire. Et la complication la plus redoutable, bien sûr, c'est la raideur de l'épaule. Vous pouvez imaginer que l'épaule ne bouge pas. Bien sûr, puisque l'anatomie revient à quelques années avant, donc je vais essayer de vous faire le rappel anatomique. Bon, il faut savoir que l'extrémité supérieure de l'humérus, vous pouvez suivre avec le curseur de la souris, est composée d'une partie cartilagineuse, la moitié d'un ballon, qui s'articule avec la glande, séparé du reste par le col anatomique, siège de pénétration des vaisseaux, puis vient la région des tubercules. On a le trochiter ou tubercule majeur et le tronchin ou tubercule mineur. Sur le tronchin s'insère le muscle subscapularis et sur le trochiter s'insèrent les trois muscles rotateurs externes qui sont le petit, le sus-épineux, le sous-épineux et le petit rang. Le col chirurgical qui vient au-dessus n'est pas une structure anatomique directe, mais c'est juste une zone de fréquence des fractures. La vascularisation, elle est de type terminal, donc c'est des branches terminales de l'artère axillaire, et qui dit vascularisation de type terminal, ça veut dire qu'il y a risque de nécrose de l'épiphyse. Sur le plan orientation, suivez toujours le curseur de la souris. Il faut savoir qu'il y a un angle formé par la tête de l'extrémité sud de l'humérus et la diaphyse humérale, qui est à peu près de 135 degrés. Sur le plan anatomopathologique, bon, cette fracture peut survenir soit de façon directe, lorsqu'on reçoit un coup de bâton par exemple, ou on chute sur le moignon de l'épaule. Elle peut être aussi indirecte lorsqu'on chute et par réflexe de défense, on essaye d'amortir le choc. Bon, la chute peut se faire soit sur la paume de la main, soit sur le coude, soit sur l'avant-bras. La particularité de l'âge est que chez l'enfant, il existe le cartilage de conjugaison, on va voir l'impact sur les fractures. Et chez l'adulte jeune, les éléments capsulo-ligamentaires sont plus forts que l'os, mais plutôt sont plus faibles que l'os, alors que chez le sujet âgé, c'est l'os qui est plus faible à cause de l'ostéose. C'est pour ça qu'on voit plus de luxation de l'épaule chez l'adulte jeune et plus de fractures chez le sujet âgé. Donc, vous savez maintenant que toutes les fractures ont des classifications, et en fonction du siège, parce que c'est des fractures articulaires, et lorsqu'on a des fractures articulaires, ça veut dire que la surface articulaire elle est atteinte et que le pronostic de cette articulation il est lésé. Lorsqu'on dit pronostic de l'articulation, ça veut dire qu'il y a risque de raideur. Et lorsque je dis raideur et je reviens à la raideur, imaginez que votre épaule ne bouge pas. Et lorsque l'épaule ne bouge pas, vous m'écoutez maintenant? Vous m'écoutez? Ok, c'est bon? Bon, on revient au cours. Donc, vous entendez mal. Bon, pardon, c'est un souci de l'Internet, je m'excuse. Bon, maintenant, vous m'écoutez? On va revenir au cours. Bien sûr, bon, je reviens. Lorsqu'il y a, bon, parce que c'est une fracture articulaire, il y a risque de raideur. Et c'est pour ça que les classifications ont un intérêt, bien sûr, thérapeutique. Ça veut dire qu'en fonction du type de la fracture, on va poser l'indication. Est-ce qu'on va traiter par plâtre, un traitement orthopédique, ou on va opérer et quel type de chirurgie?
deux classifications sont les plus fréquemment utilisées. On a la classification de Neer, qui est anglo-saxonne, et la classification de Duparc et Olivier, qui est une qui est une classification francophone. On va commencer par la classification de Neer. La classification de Neer, elle est assez simple dans son concept, dans son principe, parce qu'il divise les fractures en fonction du nombre de fragments. Cependant, il ne tient pas compte de l'impact ni du pronostic. Prenons par exemple la fracture du col anatomique. Vous voyez mon curseur. Donc là, on a une fracture à deux fragments, mais cette fracture, bien sûr, elle diffère d'une fracture du col chirurgical et le pronostic, elle est différent. Parce qu'une fracture du col anatomique, le risque de nécrose est très élevé, alors qu'une fracture du col chirurgical, c'est une fracture de bon pronostic. Vous voyez, les fractures du col chirurgical n'ont pas la même différence. La fracture du trochiter et la fracture du col anatomique n'ont pas le même impact, ainsi que la fracture du tronchin, ainsi de suite. On a la fracture à trois fragments et les fractures à quatre fragments. Vous voyez qu'en fonction du nombre de fragments, la gravité augmente et par conséquent, la prise en charge sera plus difficile et le pronostic sera plus réservé. Donc, ça reste que cette classification, c'est la plus utilisée dans la littérature internationale parce qu'elle est anglo-saxonne. Ça n'empêche que il faut toujours combiner entre cette classification et la seconde classification qu'on utilise le plus fréquemment, qui est la classification de Duparc et Olivier. Cette classification va avoir plus de détails. C'est une fracture qui sépare les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus en fracture extra-articulaire, fracture articulaire. On va commencer par les fractures extra-articulaires. La fracture la plus fréquente, c'est la fracture du trochiter ou du tubercule majeur. Bon, vous voyez là que cette fracture, que la région du trochiter, elle est la zone d'insertion des muscles de la cloaque d'évacuateur. Et lorsqu'il y a fracture, généralement, il y a déplacement et ce fragment-là, il est attiré en arrière. Donc, vous voyez sur les images inférieures. Bon, je reviens. Apparemment, le son est parti. Bon, je vais vérifier, pardon. Vous m'écoutez? Ok. Ok. C'est bon, c'est bon. On va continuer. Bon, on va reprendre la classification de Parc d'Olivier. Bon, c'est bon, c'est bon. Bon, on va reprendre la classification de Duparc et Olivier. Je vous ai dit qu'il y a les fractures extra-articulaires qui englobent les fractures des tubérosités trochitaires prochains, les fractures sous-tubérositaires ou du col chirurgical, et les fractures associées sous-tubérositaires plus une tubérosité. Pour les fractures articulaires, il y a les fractures céphaliques. Les fractures céphalotubérositaires, on va les voir en détail. La fracture la plus fréquente, c'est la fracture du tubercule majeur. Bien sûr, vous voyez qu'il y a des sous-types, des fractures déplacées, non déplacées. Lorsqu'elle prend tout le trochiter, bon, les fractures du tubercule majeur, vous m'entendez?
Bon, désolé, c'est les soucis d'Internet, je m'excuse. Là, on va revenir au cours. Bon, comme je vous ai dit que les fractures du tubercule majeur sont les fractures les plus fréquentes parce que c'est la zone d'insertion des muscles rotateurs externes. On peut avoir une fracture qui n'est pas déplacée, suivez le curseur de la souris, mais elle peut être déplacée et ceci est dû à l'action des muscles. La dernière situation, lorsqu'on a association d'une fracture du trochiter et de luxation de l'épaule. Et d'ailleurs, c'est la fracture luxation la plus fréquente. Vous voyez sur la radiographie la tête humérale qui est sous la glande et le fragment du trochiter qui est en dehors. Le deuxième sous-type, c'est les fractures du trochon. C'est des fractures vraiment exceptionnelles. J'en ai vu un seul cas dans ma carrière. Vous voyez sur la radiographie ce fragment. C'est la zone d'insertion du muscle sous-scapulaire ou subscapularis. Et sous l'action de ce muscle-là, le fragment peut être attiré en dedans. Le deuxième type des fractures, selon Dupart et Olivier, c'est les fractures extra-articulaires. C'est-à-dire qu'elles ne touchent pas la zone sphérique cartilagineuse. Généralement, c'est ce qu'on appelle les fractures sous-tubérositaires ou les fractures du col chirurgical. On peut avoir plusieurs aspects. On peut avoir des fractures qui sont drainées ou des fractures très déplacées, comme vous voyez sur la radiographie. La métaphyse qui est en dedans et la tête humérale qui apparaît comme une pleine lune qui est en face de la glande. En plus de cette situation, on a la notion d'engrainement ou non. Donc cette fracture peut être engrainée, c'est-à-dire qu'on a un bon contact entre les deux fragments, que cet engrainement soit en abduction ou en adduction, et on peut avoir l'association d'une fracture extra-articulaire, c'est-à-dire du col chirurgical, et d'une fracture du trochiter ou du trochon. Il y a aussi les fractures sous-tubérositaires déplacées ou non engrainées. Vous voyez sur ce schéma-là, bien sûr sous l'action musculaire, que l'extrémité sud reste attachée par la capsule articulaire et la métaphyse généralement passe en dedans, comme vous le voyez là, sur les radiographies, la métaphyse qui est en bas, en différentes situations. Les fractures du col anatomique sont rares, heureusement, mais elles sont très graves. Cette gravité, elle est liée, bien sûr, à l'atteinte vasculaire, parce que je vous ai dit que la vascularisation, elle est de type terminal, et par conséquent, lorsque vous voyez ce déplacement-là, il y a rupture vasculaire totale, il n'y a plus d'apport sanguin, et par conséquent, risque de nécrose. Et dans les complications, je vais vous montrer l'aspect de nécrose de la tête humérale. Enfin, les fractures articulaires. Les fractures articulaires, bien sûr, lorsqu'on a plusieurs éléments touchés, mais la surface articulaire, elle est toujours lésée. Donc, on a l'association fracture col anatomique trochiter, fracture complexe, donc col anatomique trochiter, col chirurgical, les fractures luxation, vous voyez sur mon curseur, vous voyez la tête humérale qui est luxée, la métaphyse qui est en dedans, le trochiter qui est en haut et le trochon qui est en dedans. Donc, c'est des fractures, si vous comptez 1, 2, 3, 4 à 4 fragments selon moi, c'est des fractures très très graves. Enfin, c'est les fractures luxation lorsqu'on a l'association de ce type de fracture avec luxation. Vous voyez que la tête humérale n'est plus en face de la glande, mais elle est pratiquement dans le creux axillaire et c'est le schéma le plus grave, c'est la situation la plus grave, là où il y a risque vraiment de nécrose totale et de luxation. Dans un schéma dans une radiographie qui montre les fractures luxation, vous voyez le déplacement de la métaphyse et de la tête humérale. Sur le plan clinique, bon, je résume, on a dit que sur le plan anatomo-pathologique, on a deux classifications très utilisées. On a la classification de Lee, qui est anglo-saxonne, qui divise les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus en fonction du nombre de fragments. On a les fractures à deux fragments, qu'elles soient col anatomique, col chirurgical, trochiter ou trochon. On a les fractures à trois fragments qui associent, par exemple, le col anatomique trochiter, col chirurgical trochiter,
on a les fractures à 4 fragments qui sont les plus graves. La deuxième classification francophone et la classification de Duparc et Olivier classe les fractures en fractures des régions tuberculaires, extra-articulaires, les fractures céphalotubulaires et les fractures association, les fractures luxation. Sur le plan clinique, bon, on a bien dit que généralement c'est des sujets âgés. Ça n'empêche que le sujet jeune, bien sûr, peut être victime d'accidents de la circulation, de chute de l'IEB, d'accidents de travail, et peut présenter ce type de fracture, ainsi que l'enfant. Bien sûr, dans un contexte traumatique, le sujet vient toujours dans l'attitude du traumatisé du membre supérieur. Ça veut dire que, quand vous le voyez sur ce schéma-là, que le membre sain supporte le membre traumatisé, une impotence fonctionnelle totale avec douleur de l'extrémité de l'épaule, tout simplement. Bien sûr, il faut toujours déshabiller le malade pour l'examiner. À l'inspection, on peut avoir un œdème, on peut avoir parfois cette échymose, large échymose qu'on voit bien sûr chez le sujet âgé, on ne va pas chez le sujet jeune. Il n'y a pas de déformation caractéristique, sauf la situation où on a l'association à une luxation d'épaule. Et dans cette situation de luxation d'épaule, c'est les signes cliniques de la luxation d'épaule qui dominent le tableau, comme le signe de Berger, l'abduction, le comblement du sillon deltopectoral, le coude externe, le signe de l'épaulette. Bien sûr, l'association d'une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus et de luxation de l'épaule, elle existe et c'est le quatrième type. Lorsqu'il y a association de la luxation, on peut palper la tête humérale dans le sillon deltopectoral. Bien sûr, il ne faut pas trop manipuler le membre. Comme vous voyez sur ce schéma-là, on est à côté du queue axillaire, donc on a le plexus brachial, on a l'artère axillaire qui va devenir artère humérale, donc l'examen doit être très doux parce qu'on peut aggraver les lésions. Bien sûr, l'examen peut se terminer sans palpation d'époux, par risque d'atteinte de l'artère axillaire, fort heureusement rare. L'atteinte nerveuse aussi du plexus brachial qui est rare, l'atteinte du nerf circonflexe dans les fractures de luxation. L'ouverture cutanée, elle est rare dans cette région-là. Bien sûr, on peut avoir interposition, incarcération du tendon du biceps ou des lésions du deltoïde. Bien sûr, mettre toujours le malade dans son contexte. Il faut toujours mettre le malade dans son contexte. Examiner le reste des autres appareils, c'est-à-dire l'examen céphalo-crânien, l'examen thoraco-abdominal. Bon, je vais continuer, puis je vais revenir à vos questions. Bien sûr, pour poser le diagnostic d'une fracture, c'est le bilan radiologique qui le permet. Il y a des règles de base à réaliser toujours. Il faut toujours avoir deux incidences orthogonales, c'est-à-dire perpendiculaires l'une à l'autre. Pourquoi? Parce que sur une radiographie, l'image elle est de face, donc on ne voit que deux dimensions. Lorsqu'on réalise la radiographie de profil, on va voir une autre dimension. Le problème au niveau de l'épaule, que c'est très difficile. Dans une minute, je vais accepter vos collègues. Une minute. Là, on va revenir. Comme je vous ai dit, le problème, réaliser une radiographie de face de l'épaule ne pose pas de grand problème. Cependant, réaliser une radiographie de profil, elle est difficile, non pas techniquement, mais à cause de la douleur. Parce que réaliser un transaxillaire n'est pas évident. C'est pour ça que la tomodensitométrie actuellement a surplombé ce problème-là. Et la réalisation d'une tomodensitométrie devant des fractures, bien sûr complexes et non simples, de l'extrémité supérieure de l'humérus sont indispensables. Donc, comme vous voyez sur cette radiographie-là, donc on a le trochiter, le tronchin, la tête humérale et la diaphyse. Sur le profil, vous voyez une fracture du trochiter. L'intérêt du scanner, on a déjà annoncé, parce qu'il permet d'avoir des coupes et de montrer des traits de fracture qu'on ne voit pas sur une radiographie
simple. Et bien sûr, la reconstruction, elle est d'un apport considérable parce que nous permet de faire une analyse complète des fractures, du déplacement de ces fractures-là, de l'existence d'une luxation, de l'orientation de la luxation. Est-ce qu'elle est antérieure? Est-ce qu'elle est postérieure? Est-ce qu'elle est inférieure? Parce que parfois, ce n'est pas évident, surtout dans un contexte d'un polytraumatisme. Quand vous voyez sur cette image-là, sur la radiographie de face, il ne voit pas vraiment de grand déplacement. Elle paraît une fracture assez bien engrainée. Bon, je reviens à une question d'engrainement. Une fracture engrainée lorsqu'il y a un bon contact entre l'extrémité sud de l'humérus et la diaphyse humérale. Et une fracture non engrainée lorsqu'il n'y a plus de contact entre l'extrémité supérieure de l'humérus et la diaphyse. Cette notion d'engrainement, elle a un impact sur le choix thérapeutique parce qu'une fracture engrainée, on peut la traiter orthopédiquement. Vous voyez sur la reconstruction qu'il y a un déplacement postérieur. Vous voyez sur la tête humérale qui regarde en arrière, donc il y a un déplacement postérieur et qu'il y a aussi luxation parce que vous voyez que la glène elle est vide, que la tête humérale elle est en arrière. Donc il y a les luxations, alors que sur la radiographie de face, il vous paraît que la tête humérale elle est en face de la glène, alors qu'elle est en arrière de la glène. Vous voyez bien, plutôt elle est en avant de la glène, je m'excuse. Elle est en arrière parce que vous voyez là l'apophyse coracoïde et que la tête humérale elle est en arrière. Et sur la radiographie, il nous paraît que la tête elle est devant la glène. Donc c'est l'intérêt du scanner et surtout des reconstructions 3 dimensions. Les complications des fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus sont classiquement, comme toutes les fractures, divisées en 3 types de fractures. On a les fractures immédiates, c'est-à-dire qui surviennent lors du traumatisme. On les voit surtout dans les traumatismes à haute énergie, comme les accidents de la circulation, les chutes de lieux élevés, ou les accidents de la voie publique. Comme on l'a déjà dit, il y a l'ouverture cutanée, mais qui est assez rare dans ce contexte. Les atteintes neurologiques sont aussi rares, ainsi que les lésions vasculaires. Mais il faut toujours avoir le réflexe de palper les peaux et de faire l'examen neurologique. Les complications secondaires, généralement, sont liées au traitement. On a le déplacement secondaire. C'est quoi le déplacement secondaire? C'est le déplacement de la fracture après l'avoir réduite et remise en place. Pourquoi elle survient? Lorsqu'on traite une fracture, ça c'est de façon générale, on l'immobilise avec un œdème. Donc plâtre avec un segment qui est œdématie en flux. Lorsque, après 2-3 jours, cet œdème disparaît, il y a un désenflement, le plâtre va devenir plus large dans cette situation-là, et sous l'action des muscles, les fragments peuvent se déplacer. L'infection, on la voit après traitement chirurgical. Le syndrome neuro-algodystrophique, c'est une complication particulière qu'on trouve autour des articulations. Bien sûr, ça va être fait dans le module de rhumatologie, mais rapidement, c'est des troubles vasomoteurs qui passent par 2 phases. Une phase initiale pseudo-inflammatoire, on a l'impression que le patient présente un tableau d'arthrite, donc avec chaleur, douleur, œdème, mais avec un bilan inflammatoire qui est normal. Ceci est dû à une perturbation du système nerveux parasympathique et qui est suivi secondairement par des raideurs, par des troubles trophiques, par une peau luisante. C'est une complication très difficile à gérer. Les complications tardives sont classiques. On a le cal vicieux. C'est quoi le cal vicieux? C'est la consolidation en position vicieuse. C'est-à-dire, tout simplement, je barre ma bouche. Donc, ce cal vicieux peut être toléré, on ne peut pas l'être. Dans une fracture articulaire, il faut tout faire pour ne pas avoir de cal vicieux, pour ne pas avoir de conséquences sur la mobilité, surtout de l'épaule. La raideur de l'épaule, comme l'a annoncé déjà dans l'introduction, c'est la complication la plus grave. Imaginez votre épaule qui est figée tout de corps, à côté de votre corps. Donc, le seul secteur de mobilité possible sera la flexion et l'extension du poignet. La pseudarthrose, c'est l'absence de consolidation d'une fracture au-delà des délais normaux de consolidation. Elle est rare, mais attention, la nécrose de la tête humérale et la corollaire enfin, c'est l'homarthrose ou l'arthrose de l'articulation scapulo-humérale. Voyez sur cette diapo. Voyez sur cette diapositive
Vous voyez sur cette diapositive la nécrose de la tête humérale. C'est une fracture qui paraît simple, mais c'est une fracture du col anatomique qui paraît non déplacée, traitée orthopédiquement, c'est-à-dire par un plâtre, mais qui malheureusement a évolué vers une nécrose de la tête humérale. Les fractures pathologiques, c'est quoi les fractures pathologiques? C'est des fractures qui surviennent par un traumatisme minime, mais sur un os qui est malade, qui est fragilisé, soit par des tumeurs. Généralement, on voit les tumeurs bénignes, telles que le kyste essentiel. On a les métastases, surtout le cancer du sein chez les femmes, qui est très ostéophile. Les fractures de l'enfant sont particulières, on va les voir à part. On va commencer les fractures de l'enfant par ce tableau qui rappelle la croissance des noyaux au niveau de l'épaule. Vous voyez entre l'image radiologique à l'âge de 1 an et l'image radiologique de 18 ans que c'est difficile de poser le diagnostic parce que ce qui apparaît à l'âge de 1 an ne qu'est qu'un petit noyau osseux. À 3 ans, ce petit noyau plus important. Vous voyez à 6 ans comment il apparaît. À 10 ans, apparition du cartilage. À 15 ans, à 18 ans. C'est pour ça que chez l'enfant, on est en droit, et il faut le faire, lorsqu'on doute d'une fracture de l'extrémité supérieure de l'utérus, à demander la radiographie du côté contralatéral lorsque ce n'est pas évident. Actuellement, avec l'apport de l'imagerie, type scanner et IRM, si on a un doute diagnostique, on est en droit de demander même l'IRM. Quelques exemples de fractures. Vous savez que chez l'enfant, peut-être vous l'avez déjà vu, on a les fractures métaphysaires, telles que les fractures en mode de beurre. C'est quoi la fracture en mode de beurre? C'est-à-dire qu'elle ressemble au beurre lorsqu'il commence à fondre. C'est en train d'éboursouflure. C'est dû à des compressions osseuses. Pour les fractures de l'extrémité supérieure, les traumatismes du cartilage, on a les fractures d'écollement. Lorsque le traumatisme traverse le cartilage articulaire, c'est en train de décollement. Et dans cette situation-là, vous voyez deux situations. La première, c'est la fracture engrainée, lorsqu'il y a un contact entre l'extrémité, la tête humérale et la métaphyse. Et la deuxième, où la fracture n'est pas engrainée, lorsqu'on voit la tête et la métaphyse qui part vraiment en deux. Quelques exemples radiologiques. Ça, c'est une fracture du col chirurgical non engrainée, déplacée, traitée par plaque. Vous voyez le déplacement sur le profil. Une fracture d'écollement épiphysaire. Vous voyez l'épiphyse et la métaphyse. Il y a un grand déplacement. C'est un décollement pur, c'est un type A. Traité chirurgicalement par brochage. Après cette revue, nous terminons par le chapitre traitement. Quel est le but de notre traitement? Devant une fracture, on cherche toujours à obtenir la consolidation. Mais il y a un impératif à respecter, c'est qu'il faut toujours récupérer la mobilité et la fonction de l'épaule. Pour les méthodes, on a deux types de méthodes, vous le connaissez maintenant. On a le traitement orthopédique et le traitement chirurgical. Le traitement orthopédique, il s'adresse aux fractures non déplacées et aux fractures déplacées qu'on arrive à réduire, c'est-à-dire à remettre les fragments dans leur situation initiale. Différents types d'immobilisation. On a le type simple d'écharpe d'immobilisation coup de corps. On a le type de plâtre, le Dujarrier plâtré. Suivez mon curseur. Cette immobilisation dure généralement 30 à 45 jours et puis suivie par l'éducation. On peut faire, lorsque la fracture n'est pas déplacée, une simple écharpe. On peut actuellement, avec le développement des appareils préfabriqués, avoir des attelles qui permettent d'avoir l'abduction. Et ceci en fonction du type de fracture. Sur ce schéma-là, on vous montre comment on réduit une fracture. Bien sûr, elle se fait toujours sous anesthésie générale. C'est une fracture non déplacée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact entre la métaphyse et la diaphyse. Par des tractions et mobilisations, on remet les choses en place. Si ceci est réalisé, on peut plâtrer, sinon c'est le traitement chirurgical. Dans cet exemple,
Vous voyez une fracture très déplacée qu'on a quand même arrivé à réduire. Le traitement chirurgical avec plusieurs types de matériel de stabilisation, ce qu'on appelle l'ostéosynthèse, on va les voir progressivement. Le traitement chirurgical vise, cherche à remettre la fracture dans sa position anatomique initiale, ce qui est l'idéal, pour permettre une rééducation précoce qui garante une récupération de la fonction. Dans cette diapositive, une fracture du trochléaire qui est déplacée, qu'on a stabilisée par deux vis. On peut la stabiliser par une seule vis ou même par un lassage au fil d'hélice, au fil métallique ou au fil fort. Dans cette diapositive, il y a une fracture déplacée qu'on a stabilisée par des broches simples. Le brochage percutané toujours à foyer fermé. Vous voyez cette fracture qui est très déplacée avec 1, 2, 3 fragments. Donc, tous les fragments ont été remis en place avec un embrochage. Fracture qu'on a vue initialement, fracture luxation postérieure, réduite avec des broches et une vis du trochléaire. Le vissage, bien sûr, en continu, fracture très déplacée, traitée par vissage. Bon, notre objectif, ce n'est pas que vous opériez les malades, bien sûr, mais que vous montrez que l'essentiel, c'est de remettre la fracture en place, en position la plus correcte possible, pour permettre une rééducation. Bien sûr, après le vissage, on peut stabiliser par des plaques. Et actuellement, il y a des plaques qui ont des formes qui s'adaptent parfaitement à l'anatomie de l'extrémité supérieure de l'humérus, ce qui permet d'avoir des montages plus solides que les broches et plus solides que les vis, ce qui permet plus facilement de faire une rééducation. Parfois, on est contraint ou c'est mieux d'aller un peu plus loin de la fracture pour ne pas ouvrir le foyer de fracture. Dans cette situation-là, on peut envoyer ou mettre des broches qui partent de l'extrémité supérieure de l'humérus pour aller stabiliser la fracture en haut. On a les clous, le clou centromédulaire, que ces clous-là soient courts avant. Vous voyez cette fracture-là qui est très déplacée, qui a été réduite et stabilisée par un clou avec des vis. Un autre type de clou, toujours le clou télégraphe. Vous voyez la fracture qui est très déplacée et qui est stabilisée par les vis. Toujours on est avec l'enclouage. Là, on vous montre en gros comment mettre le clou avec des guides, c'est-à-dire avec une instrumentation spéciale qui permet de remettre les choses en place, de mettre des clous sans ouvrir le foyer de fracture, c'est-à-dire sans faire une ouverture chirurgicale. Enfin, dans les fractures à grand déplacement, c'est-à-dire le type 4, dans cette situation-là, devant la complexité de la fracture et pour récupérer une fonction de l'épaule, surtout chez les sujets âgés, dans cette situation-là, on peut faire ce qu'on appelle un remplacement de l'épaule, une prothèse totale de l'épaule, qui permet bien sûr, après résection de la tête humérale, de reconstruire l'épaule et de récupérer une fonction le plus rapidement possible. Je conclus que c'est une fracture qui est très complexe. Elle est plus fréquente chez les sujets âgés. Chez les sujets jeunes, les fractures sont plus graves parce qu'elles surviennent après des traumatismes. Après des traumatismes de haute énergie. Et donc, on a généralement chez les sujets jeunes des flux plus complexes. Bon, une question qui me dit quand choisir les broches et quand choisir le vis. Bon, le choix du matériel dans ce synthèse en général, il s'agit de broches, ou de vis, ou de plaques, ou de clous, dépend de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est le type de fracture. Une fracture, on peut mettre des broches, des vis. Une fracture plus complexe va susciter une plaque. Si on dispose sous notre main un enclouage, c'est encore mieux. Donc l'indication va dépendre du type de fracture. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Bon, je vais voir rapidement vos questions. On a pose la question, on peut avoir un calvicieux ou les deux. Bon, on peut avoir un calvicieux lorsqu'on ne traite pas convenablement, on n'arrive pas à le faire. Donc ça, c'est le choix du traitement. Et je réponds automatiquement pour d'autres questions. On traite orthopédiquement, c'est-à-dire par un plâtre, lorsque la fracture n'est pas déplacée. Ça, c'est très important. Ou, deuxième situation, si cette fracture elle est déplacée, mais on peut arriver à la remettre en place. C'est ce qu'on appelle réduire cette fracture, bien sûr, sous anesthésie générale. Et on doit vérifier par une radiographie que tout va bien, c'est-à-dire que la fracture elle est bien en place. Dans cette situation-là, on peut continuer le traitement orthopédique et on va éviter le calvicieux. Sinon, il faut traiter chirurgicalement. Actuellement, les calvicieux ne sont pas tolérables parce qu'ils sont cause de raideur. Pour la raideur elle-même, on va avoir une raideur parce que la fracture elle est articulaire, c'est-à-dire qu'elle touche la surface articulaire elle-même et qu'on est obligé à retarder la mobilisation jusqu'à consolidation. Donc, en matière de choix, ça revient au chirurgien de choisir entre le vis ou encore. Pour l'ablation de matériel, bien sûr, après consolidation, on peut enlever les broches, les vis ou la plaque. On n'est pas obligé, bien sûr, d'enlever le matériel de synthèse, mais on peut le faire à la demande. Bon, pour les broches, il faut toujours les enlever. Pour les vis et les plaques, on peut les tolérer, on peut les laisser. Mais généralement, l'ablation, elle doit se faire après une année et demie, 18 mois après la chirurgie. Bon, il y a une question qui me dit pourquoi il y a des équinoxes seulement chez le sujet âgé. Bon, au niveau de l'épaule, on a une bonne musculature. Chez le sujet âgé, on a une faiblesse de ces muscles, on a une peau qui est faible. C'est pour ça que, par vieillesse des structures, lors des traumatismes, on a l'apparition de cet équinoxe. On peut l'avoir chez le sujet jeune, mais on la voit généralement, rarement, lorsqu'il y a des traumatismes de haute énergie. Bon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poster maintenant. Je suis en train de lire vos messages. Si je peux rapidement vous résumer, vous donner un guideline en quelque sorte, ce qu'il faut savoir, c'est que les fractures articulaires, généralement, c'est-à-dire lorsqu'elles touchent les épiphyses, lorsqu'elles touchent les parties qui rentrent dans une articulation, comme l'extrémité supérieure de l'humérus, l'extrémité inférieure de l'humérus, l'extrémité de l'humérus, ainsi de suite, sont des fractures qui sont graves. Et toute fracture articulaire risque d'évoluer vers une raideur de cette articulation-là. C'est à cause de ça qu'il faut toujours viser à réparer convenablement la fracture pour entamer une rééducation précoce. Il n'y a pas de questions qui arrivent. Si c'est bon, je suis désolé. Bon, on n'a pas l'habitude de d'enseigner avec cette méthode-là. Espérons que les choses reviennent à une situation plus normale pour des cours plus interactifs et plus directs. Ce seront, Inch'Allah, plus intéressants. Donc, j'en vois plus de. Je reviens à vos questions. Quel est le délai moyen de consolidation? Le délai moyen de consolidation pour l'extrémité sud de l'humérus, généralement, c'est 6 semaines, 6 à 8 semaines, parce que l'os il est spongieux dans cette région-là.
sauf dans des situations de complexité. Et pour poser le diagnostic de la tête humérale, bien sûr, il y a, lorsque le diagnostic, cliniquement déjà, on commence à avoir des limitations de la mobilité. La nécrose, elle n'est pas immédiate, elle est un peu tardive. On aura une limitation de la mobilité. Si radiologiquement à l'appareil, c'est déjà qu'on est en phase d'affaissement, c'est-à-dire aplatissement de la tête. Mais si on suspecte une nécrose de la tête humérale initialement, actuellement avec l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, on peut poser le diagnostic précoce dans des phases initiales. Pour le traitement, actuellement, c'est le remplacement prothétique, donc on doit enlever cette tête, ce qui reste de la tête, bien sûr, et mettre une prothèse totale de l'épaule, une PTE, ce qui permet une récupération de la mobilité. Donc le traitement va changer le pronostic fonctionnel de l'épaule. Fort heureusement que les nécroses de la tête humérale sont rares et non pas comme celle de l'hanche. Moi, je pense que le cours est... Bon, il y a une autre question, quel est le traitement du fracture trochon avec déplacement. Et lorsque la fracture, je vous ai dit que la fracture du trochon est exceptionnelle. Personnellement, je n'ai vu qu'une seule récemment, ça remonte à un mois, diagnostiquée sur un scanner. Donc, exceptionnellement, on voit ces fractures-là. Si la fracture n'est pas déplacée, on peut traiter orthopédiquement, donc simple écharpe et immobilisation par un du après. Si elle est déplacée, là, il faut aller la remettre en place. Parce qu'il faut savoir que dans la vision, il ne faut pas penser os, mais quel est le muscle qui s'insère au niveau du crochet? C'est le muscle subscapulaire. C'est le muscle rotateur interne, c'est un muscle important pour l'épaule. Donc, il faut le remettre en place. Mais je vous ai dit qu'elle est vraiment exceptionnelle. Chez l'enfant, en principe, chez l'enfant, le principe de base, c'est que chez l'enfant, on traite généralement orthopédiquement. Si la fracture n'est pas déplacée, c'est le plâtre, généralement le Dujari plâtre. Si la fracture elle est déplacée, on arrive à la remettre en place, c'est toujours le plâtre. Si elle reste déplacée, chez l'enfant, c'est toujours le brochage. On va essayer de remettre les choses en place sans ouvrir le foyer, mettre en broche. Sinon, on doit ouvrir le foyer, embrocher et enlever les broches des consultations. Je reviens, il y a toujours cette question de fracture engrenée et non engrenée. Je vais remettre la diapositive pour vous montrer c'est quoi une fracture engrenée ou non engrenée. Qu'est-ce que ça veut dire une fracture engrenée? Lorsque la fracture elle est en contact, je reviens sur cette diapositive de traitement orthopédique. Vous voyez mon curseur, vous voyez l'extrémité sud qui est en rouge, la diaphyse qui est en jaune. Cette fracture n'est pas engrenée parce qu'il n'y a aucun contact entre l'extrémité sud de l'humérus et la métaphyse. Cette fracture, on l'a remis en situation d'engrainement, c'est-à-dire de contact entre l'extrémité supérieure de l'humérus et la diaphyse. Je reprends cette diapositive aussi de fracture chez l'enfant. Cette fracture n'est pas engrenée. C'est une fracture du col chirurgical, mais il n'y a aucun contact entre l'extrémité sud de l'humérus et la métaphyse. On la remet en situation normale. Je reviens à la classification. Ça, c'est une fracture engrenée parce qu'il y a un contact entre l'extrémité supérieure et la métaphyse. Et ça, c'est une fracture non engrenée parce qu'il n'y a plus de contact entre l'extrémité supérieure de l'humérus et la métaphyse. Pourquoi on cherche cet engrainement? On cherche cet engrainement pour avoir le maximum de consolidation. Bon, c'est pas, l'engrainement, c'est pas la persistance de contact entre les surfaces articulaires, mais entre les surfaces fracturaires. C'est pas articulaire, fracturaire. C'est pas entre la tête et la glande, mais entre les deux fragments fracturés. Bien sûr, bon, les muscles et les ligaments sont toujours atteints, mais ils vont cicatriser et généralement redevenir en situation normale
ad intégram la plupart du temps. Bon, la pseudarthrose, c'est la non-consolidation. Le cas vicieux, c'est lorsqu'on ne remet pas les choses en place. La fracture n'est pas réduite et on la laisse comme ça. Donc, elle va consolider en position vicieuse. Mais la pseudarthrose, on fait les choses convenablement, mais elle ne consolide pas. Ça, c'est par deux ordres. On peut l'avoir par souci mécanique, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas un grand contact entre les deux fractures, et parfois c'est biologique, donc ça ne consolide pas, parce qu'on a évacué l'hématome, lorsqu'on opère, et on évacue l'hématome périfracturaire, ça peut se darthroser, mais heureusement, elle est rare au niveau de l'extrémité supérieure parce que c'est une région spongieuse. Et les régions spongieuses consolident généralement. Pour la nécrose de la tête, je vous ai répondu que devant une nécrose de la tête humérale, c'est la prothèse totale de l'épaule. Bon, pour le cours, vous l'avez sur mon site. Vous avez tous les diapos sur mon site. Donc, c'est la prothèse totale de l'épaule. Bon, peut-on avoir un arrachement musculaire ou une rupture ou une irritabilité? Donc, arrachement musculaire et rupture, bien sûr, on peut l'avoir. Parce que lorsqu'il y a déplacement des fractures, le muscle, le fragment d'os peut embrocher les muscles. Vous savez, les muscles qui sont tout autour. Et lorsqu'on traite chirurgicalement, on voit les muscles qui sont lésés, on les répare. Lorsqu'ils sont remis en place par traitement orthopédique, ils sont toujours corrigés. Bon, le mot irritabilité, comme l'interrogation, ça n'a pas de place à ce niveau-là, parce que l'irritabilité, c'est un truc psychologique. Bon, on peut avoir des lésions nerveuses, surtout le nerf circonflexe, entraînant une paralysie du muscle, une paralysie du nerf circonflexe, donc entraînant un déficit de l'abduction. Là, on parle beaucoup plus d'atteinte nerveuse. Peut-être que vous voulez dire une hypersensibilité ou des troubles dysesthésiques, hyperesthésie ou hypoesthésie. Ils sont exceptionnellement à ce niveau-là, parce que là, on a une bonne musculature et l'os n'est pas superficiel. Lorsque la fracture du trochléaire est déplacée, oui, elle nécessite un traitement chirurgical. Donc, il faut toujours, parce que le trochléaire, je vous ai dit avant qu'il ne faut pas raisonner os, il faut pas raisonner os et insertion musculaire. Au niveau des trochléaires s'insère le sus-épineux, sous-épineux et le pli-tirant. C'est trois muscles rotateurs externes. Si on ne remet pas le trochléaire en place, c'est-à-dire qu'on ne va pas remettre la course et l'action de ces muscles-là convenablement, et on va avoir une raideur de l'épaule, une limitation de la mobilité, surtout de l'abduction et de la rotation externe. C'est très important de remettre les choses en place dans une fracture articulaire. Devant une irréductibilité, là, il faut ouvrir. Donc, lorsqu'on n'arrive pas à réduire la fracture, si on n'arrive pas à réduire une fracture luxation, là, on est dans la contrainte d'aller chirurgicalement, c'est-à-dire faire une voie chirurgicale, donc ouvrir sur le foyer de fracture ou de luxation associée, remettre la luxation en place, remettre les choses en place et voilà, je suis en train de répondre sur l'irréductibilité, donc il faut remettre les choses en place et stabiliser, bien sûr, chirurgicalement. Lorsqu'on est en situation d'irréductibilité, on est dans une indication chirurgicale. Dans cette situation-là, il faut ouvrir le foyer de fracture, remettre tout, réduire la fracture convenablement, anatomiquement, et stabiliser, qu'elle soit avec des broches, plaques, ainsi de suite. Bien sûr, chez les sportifs, on vise toujours la récupération fonctionnelle, qu'elle soit chez un sportif ou non, mais particulièrement chez le sportif, après consolidation, on l'incite plus à récupérer l'entraînement, bien sûr, après avoir fait la rééducation et récupérer la fonction de base, c'est-à-dire la mobilité de son épaule. Il ne va pas reprendre le sport avant de récupérer la fonction de l'épaule. Parce que ça risque d'entraîner des fractures itératives. Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Bon, je vous remercie pour votre suivi.
Bon, personnellement, j'espère bien qu'on reprendra les cours directement et interactif mieux que cette histoire de visioconférence. Bonne soirée et au prochain cours. Inch'Allah. Merci beaucoup.